Venez à peine de brancher la radio, sachez que c'est Radio Fanfan Musique à l'heure de votre émission Rencontre. R-A-N-K-O-N-T. Rencontre. Avec vous derrière ce micro, James Fleurissin, dit Diamessi. Et de l'autre côté, Stéphanie Clermésine Larieux, dit Stéphie. Car vous n'êtes pas sans savoir que ici, à l'émission, on rebaptise les animateurs. On rebaptise l'animateur et l'animatrice. Question d'être un peu dans le monde. Hein. On peut pas rester avec ce nom assez long là, James Fleurissin, Stéphanie Clermésine Larieux. C'est beau, je l'avoue, mais on va pas les garder. On va pas les garder. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Radio Fanfan Musique à l'heure de votre émission Rencontre. Eh bien, mesdames et messieurs, il est venu le temps de saluer ceux qui nous donnent la chance d'être derrière ce micro. Il est venu le temps de saluer MoneyGram. Il est venu le temps de saluer Unitransfert, Bon Goût, AN32 France, Azure Collège, Madame Gougous, hein. Et puis Tropic Food, là où il y a la nourriture, des nourritures, les plats haïtiens, les bons plats, le bon mets. Et puis encore, il y a Haïti Transfert, change ton monde. La Couronne, il y a tellement, il y a RIA. Il y a aussi l'entité Un geste pour Haïti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rebonsoir et bienvenue à notre émission, à votre émission, notre émission. C'est votre émission, c'est la mienne, donc c'est notre émission. Voilà. Bienvenue à Rencontre. Rencontre, c'est une émission qui vous propose des personnalités du monde artistique, des personnalités qui sont dans la politique, qui sont dans le social, qui sont dans tous les domaines de la vie. Et aussi, on vous propose des rubriques. Avant de commencer, on va vous parler de l'anthologie 101 poèmes vaudou. C'est une anthologie qui est dédiée à la mémoire de Cécile Fatima et aussi à la bataille de Bois Caïman. Donc, vous devez envoyer vos textes à l'adresse Cécile Fatima 1791 à commercial.yahoo.com. Des textes qui parlent du vaudou, des textes qui honorent nos ancêtres, des textes qui honorent le vaudou, des textes qui ont rapport avec le vaudou. Les lacous, les bitations, les lois, hein, des textes qui ont rapport avec nos racines, nos nanas. Et aussi, il y a le concours Femmes d'affaires 2020. Le concours Femmes d'affaires 2020 est lancé il y a quelques temps. Et c'est pour le concours Femmes d'affaires 2020, c'est le 29 que se fermera les registres d'inscription. Donc, avant, c'est le 29 de ce mois. Donc, il reste très peu de jours pour la fermeture des registres d'inscription. Donc, mesdames et messieurs, faites-vous inscrire les filles, voilà, les filles de Port-au-Prince, parce que l'idée, c'est de donner la possibilité à des femmes d'ouvrir un business, ou si ces femmes avaient un business, de grandir, de faire, de mettre un peu plus de sous sur le business, quoi, voilà, de mettre un peu plus de sous sur le business en question d'aider les femmes, tout ça. C'est le cercle de l'entrepreneuriat au féminin qui a pris cette louable, cette belle initiative. Donc, la fille devra envoyer une photo d'elle en train d'entreprendre une activité commerciale, une activité qui rapporte de l'argent, du sou. La fille doit se faire prendre en photo et envoyer la photo au numéro 07. Non, si vous êtes en Haïti, oui, normalement vous devez être en Haïti. C'est le plus 33 751 46 24 15. Vous allez envoyer la photo à l'adresse suivante. Au numéro de téléphone, suivant 751 non 33 plus 33 751 46 24 15.
et une photo de vous en train d'entreprendre une activité commerciale. C'est tout ce qu'on vous demande. Et puis, les inscriptions se fermeront le 29 de ce mois. Mesdames et messieurs, les filles, faites vos jeux. Tout d'abord, on va commencer avec la première rubrique de l'émission, c'est Livre-Échange. Livre-Échange, c'est une rubrique qui vous présente quelque chose qui a rapport avec la littérature. Et à Livre-Échange aujourd'hui, l'écrivain, voilà, la personnalité qu'on va vous présenter, c'est Lila Desquiron. Lila Desquiron est née à Port-au-Prince en 1946. Sa famille, quittant en Jérémie, s'installe définitivement dans la capitale 2 ans après sa naissance. Ses contacts avec sa ville d'origine sont donc de l'ordre du fantasme. À part un très bref séjour chez ses cousins Sansaric dans sa petite enfance, elle n'a pas connu Jérémie, qui pour elle est un pays mythique, surgi de la parole volubile des Jérémiens de Port-au-Prince, au milieu desquels elle a grandi. Dans les années 1960 et 1970, Lila Desquiron étudie l'ethnologie à Bruxelles et à Paris. Elle se spécialise dans l'étude des religions afro-américaines. Sa thèse soutenue à l'Université libre de Bruxelles est publiée en 1990 sous le titre de Les racines du vaudou. Son roman Les chemins de l'Okomiwar est un texte qui mêle l'aspect quotidien du vaudou, en particulier le rôle des Marassa, où je me lâche entre deux protagonistes de classes sociales différentes, et l'histoire des vêpres de Jérémie, quand un groupe de jeunes révolutionnaires débarque à Jérémie en 1964. Ils seront massacrés par le régime duvalieriste. Lila Desquiron est ministre de l'éducation nationale, de la culture en Haïti sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide 2001-2004. Elle vit actuellement en France. Un combat est au centre de sa vie d'écrivain et de femme haïtienne, celui que mène le peuple haïtien contre la dictature et contre toutes les formes d'exclusion et d'injustice. Les œuvres principales de Lila Desquiron, c'est Les chemins de l'Okomiwar, paru en 1990. Un essai, c'est Racines du vaudou, en 1990 aussi. Les chemins de l'Okomiwar, c'est en 1999. Racines du vaudou, c'est 1990. On a été sur le site Il en Il pour vous trouver cette biographie de Joël Vitiello. Madame, messieurs, maintenant il est venu le temps de vous présenter notre invité du jour. Il s'agit d'une personnalité assez connue. Il s'agit de Pascal Solage. Pascal Solage se passe de présentation. C'est une jeune dame qui travaille beaucoup dans la communauté haïtienne. Elle est de Port-au-Prince, elle est actuellement à Port-au-Prince. Elle est militante féministe. Nous sommes en train là d'effectuer des manœuvres pour rejoindre Pascal Solage. Vous savez, avec la technique, c'est pas toujours chez nous. Voilà. En attendant qu'on retrouve notre invité du jour, Pascal Solage, on va vous faire... on va vous parler de... Aïe, 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 ça sonne. On attend. Appel connecté. Aïe, 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 on va mettre en onde notre invité, Pascal Solage. Attendez. Pascal, restez avec nous. On est en train là d'effectuer des manœuvres pour vous mettre en... Aïe, 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 le bruit, il y a un drôle de bruit là qui... Hello Pascal, vous êtes là? Est-ce que vous nous recevez? Allô Pascal, ça y est? Pascal est en ligne, mais le son là semble... Aïe, 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 il y a un souci. Allô, oui, je l'entends. C'était au niveau de... Hello? Je suis là. Ok, allô, oui Pascal, c'est un peu bas, je ne sais pas si c'est le volume de ton portable qui est un peu... Le tien. Non, Je suis là, vous allez m'entendre très très bien.
Ah, j'ai l'impression que les auditeurs là n'entendent pas trop bien. Allez, on va augmenter le volume. On va augmenter notre volume là. Aïe, 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 aïe. Aïe, c'est très bas. Aïe, aïe. Non, non, il y a un écho là. Hello? Oui, oui, bonsoir. Ok, ça va, c'est un peu bas, mais on va faire. Voilà. Pascal Solage est militante féministe et coordinatrice de Noupabdomi et de Neges Marron. Bonsoir Pascal Solage, présentez-vous à votre manière au grand public. Bonsoir, je suis Pascal Solal, je suis activiste féministe. Je suis l'une des membres fondatrices de Neges Maron, qui est une organisation féministe basée en Haïti. Et je suis aussi la coordonnatrice générale de l'organisation. Je suis membre de Nous Pas Dormi, mais je ne suis pas coordonnatrice de Nous Pas Dormi. Nous Pas Dormi, qui est un collectif de citoyens et de citoyennes pour la justice sociale, contre la corruption et contre l'impunité. En, 2000 en 2019, vous étiez au nombre de ces jeunes garçons et filles qui ont investi le macadam pour dire que c'était assez. Il fallait rompre avec la classe dominante. Mais aujourd'hui encore, le pays est secoué par les mêmes crises, Pascal Solage. Avec quel état d'esprit vous vivez la conjoncture? En fait, ce n'est même pas depuis 2019. Nous avons commencé à nous mobiliser depuis 2018, pratiquement depuis août 2018, quand on a lancé le Petro-Caribé Challenge. Et nous avons fait ce lever de bouclier contre la corruption et pour demander des comptes sur les fonds, sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Nous nous sommes mobilisés de diverses manières, manifestations, sit-in, plaidoyer au niveau national et international, sensibilisation, etc. Donc, ça fait pratiquement 2 ans que nous continuons ce combat ici en Haïti. Et comme vous l'avez dit, la situation s'est empirée. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où nous ne pouvons même plus avoir ce droit légitime de nous mobiliser, de manifester, d'établir un dialogue avec l'État qui est à notre service. Aujourd'hui, quand nous nous organisons pour faire des manifs ou bien des sittings, nous sommes carrément victimes de violences extrêmes des forces de l'ordre. La corruption continue et s'amplifie. Aujourd'hui, il y a une dictature naissante qui s'installe, les massacres se multiplient, la gangstérisation de plusieurs zones du pays avance et les populations qui sont dans les zones vulnérables sont prises en otage par des gangs armés et par un État qui justement est complice de ces gangs armés. Hier, on a installé un conseil électoral provisoire sans passer par la Cour de cassation, ce qui est complètement illégal. Un conseil électoral illégitime avec un gouvernement qui a ni crédibilité, ni pouvoir, ni légitimité de pouvoir organiser des élections ici en Haïti, sans oublier toutes les autres situations qui impactent notre quotidien au jour le jour. La question était avec quel sentiment? C'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de peur, c'est beaucoup de désespoir aussi à des moments, mais c'est aussi beaucoup de détermination, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'amour de notre pays et de notre prochain qui nous garde encore debout. En parlant de l'installation de ce CIP, euh, est-ce que vous ne voyez pas là, est-ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une peur qui paralyse la population parce que de plus en plus, il y a un silence là qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc le silence s'installe malgré l'inconfort, malgré les injustices. Il y a un silence qui s'installe. Est-ce que c'est par rapport à la présence des groupes armés? Est-ce que d'après vous, ce silence-là, ou bien cette peur-là ne paralyse pas un peu la population?
Pour commencer, il faut dire que c'est beaucoup de fatigue. Comme je vous l'ai dit, c'est une population qui est mobilisée depuis presque 2 ans, sinon plus de 2 ans. Et c'est une population qui, à travers sa bataille pour sa survie, à travers sa bataille contre la corruption, à travers sa bataille contre la mauvaise gouvernance, à travers sa bataille pour une démocratie réelle, à travers sa bataille pour le respect de ses droits et de sa dignité, c'est une population qui vit des situations difficiles pour survivre au jour le jour. Donc, avec une population qui aujourd'hui, nous avons près de 4 millions d'habitants qui sont dans l'urgence et alimentaire ici en Haïti. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les gens de pouvoir se battre sur le terrain, de pouvoir rester mobilisés et de pouvoir se battre pour leurs droits ici en Haïti. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue et que la situation économique, politique et sociale en Haïti est paralysante pour une population qui, au jour le jour, est obligée de survivre. Ensuite, la peur est indéniablement présente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons des gangs armés à la solde non seulement de l'État, mais à la solde aussi de divers autres groupes et ici en Haïti qui terrorisent la population, que ce soit dans les quartiers populaires ou bien dans les autres quartiers, que ce soit dans la capitale ou bien dans les autres villes. Ce sont des gangs armés qui circulent librement, qui publient librement des vidéos, qui s'approprient des territoires, qui s'approprient des zones entières. Ce sont des gangs armés aussi qui pillent, qui brûlent, qui tuent, qui violent, et ceci sous les yeux, sous le regard, sous la surveillance de l'État qui ne fait rien pour venir en aide à la population. Mais il y a aussi les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre aussi qui deviennent aujourd'hui un bras armé et instrumentalisé d'un gouvernement, un bras armé et instrumentalisé d'un pouvoir en place qui utilise justement ces forces de l'ordre pour pouvoir réprimer, pour pouvoir faire taire, pour pouvoir étouffer la voix d'une population. Donc aujourd'hui, bien entendu, que la peur, elle est présente, la fatigue, elle est présente. Et comme je l'ai dit aussi, je pense qu'il y a aussi le désespoir qui se pointe d'une population qui se voit debout depuis près de 2 ans, mais qui ne voit pas avancer sa cause et qui ne voit pas améliorer ses conditions de vie. Bon, ok, j'allais parler de musellement. Et, bon, pour aller droit au but, mis à part cette peur qui muselle la population, il y a aussi une frange de l'international qui a sa part contributive dans ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas aussi une main d'une frange de l'international? Est-ce que vous ne voyez pas un corps groupe dans ce que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes adressés à plusieurs reprises justement à cette communauté internationale présente en Haïti et qui impacte que ce soit la politique, l'économique et autres franges de notre vie. Il y a moins d'une semaine, nous avons adressé une lettre à l'ambassade américaine qui avait fait sortir une position arrogante, déplacée, démesurée par rapport à la situation en Haïti. Donc, nos papes Domi avaient fait sortir une note justement pour dénoncer et pour justement prendre position par rapport à ces déclarations, par rapport aux actions. Mais depuis que nous sommes mobilisés aussi, ce n'est pas la première fois que nous nous adressons justement à cette communauté internationale, que nous portons notre plaidoyer devant cette communauté internationale, parce qu'il faut le dire et il faut le reconnaître, cette communauté internationale a une grande influence sur ce qui se fait en Haïti et nous ne pouvons pas nous voiler la face. Il reste et demeure aussi des interlocuteurs dans cette bataille que nous sommes en train de mener. Nous avons aussi mené un plaidoyer en dehors d'Haïti. Moi, personnellement, j'ai été en Europe. D'autres membres de nos papes Domi sont allés en Amérique du Nord. Nous sommes en contact avec divers groupes en Amérique du Sud pour trouver le support, pour mener notre plaidoyer, pour continuer à nous battre au-delà de nos frontières, pour que justement notre bataille soit récupérée non seulement par la diaspora haïtienne, par les Haïtiens et Haïtiennes qui vivent en dehors du pays, mais aussi par cette communauté internationale, par ces groupes qui vivent autre part
et qui peuvent nous aider à mettre du poids sur la balance de nos revendications, du poids sur la balance de notre combat et ainsi créer aussi des alliances, avoir des alliés, créer des réseaux et voir comment à travers ce plaidoyer, qu'il soit national ou international, nous puissions justement avancer dans notre bataille. Il est indéniable que justement cette communauté internationale, notamment avec des pays qui sont extrêmement puissants en Haïti, ont une main est extrêmement active dans ce qui se passe ici en Haïti. Nous sommes conscients que nous ne pouvons changer notre pays qu'avec les Haïtiens, pour les Haïtiens, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux justement sur le travail que nous devons faire et face à cette communauté internationale. Nous avons parlé de groupes armés, des groupes qui ne se sont pas armés tout seuls. Et il y a aussi cette réalité que là où le commerce d'armes à feu s'installe, un commerce qui est tellement, c'est le commerce le plus rentable de nos jours, et là où ce commerce s'installe, c'est difficile d'avoir la paix. Et il y a aussi des entités qui, qui financent, qui font leur beurre dans tout ça. Donc, il y a la réalité que de nos jours, sur le terrain en Haïti, il y a l'installation de ce business. Ce qui est d'autant plus grave, car par rapport à cela, on a non seulement des régimes à combattre, il y a aussi des franges de l'international, parce qu'en Haïti, on ne produit pas d'armes à feu. Donc, du coup, le combat est beaucoup plus corsé par rapport à cela. Donc, il y a une certaine entrée des armes à feu en Haïti. Donc, du coup, ça rend la chose un peu plus difficile pour nous autres en Haïti. Oui, effectivement, presque chaque semaine, nous avons dans les nouvelles une nouvelle cargaison d'armes à feu saisie à tel port, saisie sur tel bateau, saisie dans telle ville. Donc, il y a justement une alimentation continue d'armes à feu pour des gangs armés, d'armes à feu sur le territoire, alors qu'il y a un coup d'État, excuse-moi, il y a pas un coup d'État. Nous ne pouvons pas faire rentrer d'armes à feu ici en Haïti. Et nous, comme vous le dites, nous ne produisons pas d'armes à feu. En tout cas, je ne suis pas au courant de ça. Donc, effectivement, il Nous faudrait se produisons de demander... festivals, je pense. Pas d'armes à feu. Voilà. Donc, je ne sais pas quelles sont les réponses par rapport à ça. Comment nous pouvons voir dans les vidéos des gangs armés qui pratiquement font un gaspillage de munitions. Ça veut dire qu'ils en ont à volonté. Donc, la question serait de savoir qui a le contrôle de ces armes à feu qui sont en train de rentrer sur le territoire, qui sont justement derrière cette alimentation continue en armes à feu, qui finance ces armes à feu qui n'arrêtent pas d'arriver sur notre territoire et qui tuent quotidiennement les Haïtiens et les Haïtiennes, et où est l'État? Comment l'État contrôle justement cette situation? Donc, bien entendu, comme vous pouvez le constater, l'État n'a pas le contrôle du territoire. Donc, même si on posait la question, et c'est ce que nous avons essayé de faire quand nous avons fait notre sitting devant le ministère de la Justice, c'était justement d'aller poser des questions, d'aller chercher des réponses par rapport à ces réalités. Même si nous posions des questions à l'État, je ne pense pas que l'État soit en mesure de nous répondre. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a une complicité manifeste entre les hommes et les femmes au pouvoir et justement ces gangs armés, mais au-delà de cela, il y a aussi un contrôle de territoire qui n'est pas efficient de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une grande frange de ce territoire national qui n'est pas contrôlée par l'État. Parce que l'État n'a pas le pouvoir, n'a pas la force nécessaire pour contrôler et imposer sa loi sur le territoire. Et qui en paie les conséquences, ce sont nous, citoyens et citoyennes, qui sommes assassinés, qui devons nous taire et nous cacher chez nous, qui sommes pris en otage par des gangs armés, qui sommes pris en otage par des bandits et qui, au jour le jour, nous comptons nos morts, nous marchons sur nos cadavres et nous ne savons pas demain matin quelle sera la personne qui sera ajoutée sur la liste. Nous ne savons pas quel sera le membre de notre famille, quel sera notre ami, quel sera le collègue, quel sera tout simplement l'inconnu qui sera sur la liste des personnes tuées, assassinées, kidnappées, disparues par rapport à cette situation. Vous faites partie de No Pap Domi, de Neges Marron, qui sont des entités
qui sont dans une logique de revendication. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous faire un peu tour à tour, un peu d'historicité parce que vous étiez là dès le début de Nopap Domi. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu d'historicité de Nopap Domi et de Neges Marron? Bon, on est en train de mélanger nos papes dormi et Neges Marron, mais c'est vraiment deux entités totalement Non, 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 différentes. Je pensais je qu'aujourd'hui, on sais. allait parler de Neges Marron. Neges Marron, Euh, c'est plus dans une logique de bataille féministe, tout ça. Et c'est ça. ouais. Oui, Donc oui, c'est Nopap ça. Domi, c'est plus Alors, politique. Voilà. nos papes dormi existent depuis décembre 2018. Nos papes dormi est né du Petro Caribé Challenge. Et à un moment, un groupe de Petro Challengers venus d'horizons différents ont décidé de se mettre ensemble pour poursuivre la bataille. Et après, justement, un événement que nous avons organisé devant la Cour des comptes où nous avons dormi pendant 2 jours, 3 nuits. Alors, nous avons dormi pendant 2 nuits et nous sommes restés pendant 3 jours devant la Cour des comptes. Le nom de l'événement était Nous Papes Dormi. Et après, le groupe est resté soudé et nous avons décidé de garder ce nom. Et Nous Papes Dormi, en français, on ne dort pas, est devenu, après, au-delà du Petro-Caribé Challenge, est devenu un groupe de citoyens et citoyennes engagés pour la justice sociale, contre la corruption et contre l'impunité. Et nous menons plusieurs combats, nous restons mobilisés, nous voulons faire de la politique autrement, nous intégrons justement dans ce dialogue politique, dans cette action politique qui se mène dans notre pays, parce que nous sommes définitivement des jeunes qui voulons vivre ici, nous sommes définitivement des jeunes qui voulons nous épanouir ici, et nous sommes définitivement des jeunes qui voulons voir une autre Haïti. Donc, nous pas dormi décembre 2020, cela fera 20 ans depuis que ce collectif existe. Depuis que ce collectif mène ce combat, nous avons connu divers défis, divers obstacles. Nous nous sommes arrêtés, nous avons continué, nous nous réinventons, nous nous adaptons. Et voilà, donc nos papes dormis, c'est un peu ça. Et c'est vraiment des jeunes dans une vision progressiste, dans une vision de justice sociale qui essaient de se battre pour leur pays. Et depuis, quels sont les principaux obstacles à ce mouvement? Bon, nous en avons parlé tout à l'heure. Pour commencer, nous sommes un mouvement contre la corruption et nous avons toute une machine toute une machine au niveau de l'État. Nous avons toute une machine systémique qui est en train de nourrir, de perpétuer la corruption. Donc, tout cela, et cette machine est nourrie par l'argent, par le pouvoir, par tous les mécanismes qui sont soit au niveau de l'État ou bien au niveau de groupes qui sont extrêmement puissants et même au niveau international. Donc, ces obstacles qui sont bien présents. Il ne suffit pas d'avoir un groupe de jeunes engagés et engagés, dynamiques, croient en leur bataille pour faire pousser cette cause. Aujourd'hui, c'est un groupe qui met en cause aussi la vie des différents membres parce que, comme je vous l'ai expliqué, la situation est extrêmement compliquée en Haïti. La corruption, elle s'installe partout. Ce n'est pas seulement une situation qu'on retrouve au niveau de l'État. On la retrouve aussi au niveau des groupes économiques, on les retrouve au niveau des groupes sociaux, on la retrouve au niveau de l'international. Donc, toutes ces alliances qui se mettent ensemble justement pour protéger, perpétuer, pérenniser et reproduire la corruption ne sauraient ne pas être des obstacles pour un groupe comme nous Papes Dormi qui veut voir justement une Haïti qui ne soit pas régie par la corruption et par l'impunité. Au-delà de cela aussi, il y a le fait que nous sommes des jeunes socioprofessionnels. Ça veut dire que nous ne vivons pas de ce militantisme, de cet activisme que nous menons. Donc, c'est aussi autant d'obstacles par rapport à ce que nous faisons. Donc, comme je vous l'ai dit, nous essayons de nous nourrir des expériences, des vécus des autres groupes un peu partout dans le monde pour voir comment négocier avec cet état de fait, comment des jeunes activistes peuvent rester mobilisés, peuvent travailler le plus possible pour l'avenir de leur pays sans être paralysés par cette survivance au jour le jour. Et bien entendu, il y a aussi d'autres obstacles comme la communauté internationale, comme les groupes aussi qui bénéficient de ce système de corruption. Il y a aussi toute cette violence qui est présente en Haïti. Donc, autant d'obstacles qu'on pourrait citer et sûrement d'autres que j'ai oubliés qui ne rendent pas la tâche facile. Avant de revenir, de parler de Neges Marron, on sait que No Pape Domi, c'est un groupe s'inscrit dans une forme de bataille assez intelligente, c'est dans une militance assez intelligente par rapport
au profil de ces jeunes-là qui sont dans cette bataille, dans cette structure. Est-ce que par rapport à tout ce que vous rencontrez comme obstacle sur la route, est-ce que vous ne comptez pas, ou bien est-ce que vous avez en tête de développer des dynamiques par rapport au contexte, parce que là, la bataille est entamée depuis pas mal de temps, mais toujours est-il qu'il y a toujours de grands obstacles. Est-ce que vous envisagez de développer des dynamiques pour pouvoir répondre aux assauts du système, aux assauts de la conjoncture actuelle? Euh, nous travaillons sur le conjoncturel, mais nous travaillons aussi sur le structurel. Nous prenons en compte un contexte qui n'arrête pas de changer au jour le jour. Nous restons attentifs à tout ce qui se passe quotidiennement dans l'actualité, à tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique, que ce soit au niveau national ou international, qui impacte notre combat. Donc, absolument que conjoncturellement, nous développons une forme d'intelligence, nous développons une forme d'adaptation pour voir comment notre combat peut évoluer par rapport à l'évolution du contexte. Mais nous sommes un groupe qui voyons une Haïti sur les 30 prochaines années, sur les 40 prochaines années. Donc, notre combat, c'est de nous battre contre un système. Notre combat, c'est contre un système qui se nourrit de corruption, qui se nourrit d'impunité, qui se nourrit de mauvaise gouvernance, qui se nourrit de la violation des droits humains, qui se nourrit d'un ensemble d'événements que nous avons connus ou bien d'un ensemble de mécanismes qui se sont mis en place depuis les 30, 40, 50 dernières années et même au-delà de cela. Donc, nous sommes dans une bataille sur la pérennité, nous sommes dans une bataille sur le long terme, nous sommes dans une bataille pour notre génération et pour les générations futures. Donc, absolument que nous restons présents dans le conjoncturel, nous restons présents dans ce qui se passe au jour le jour, mais cette intelligence que nous essayons de développer, c'est de ne pas laisser le conjoncturel paralyser notre combat sur le structurel, sur le long terme et sur notre demain, mais de voir comment négocier avec les deux, parce que de toute façon, il faut impacter notre présent, il faut impacter aujourd'hui 23 septembre, mais il faut aussi penser à 23 septembre 2030, 23 septembre 2040, etc. Donc, c'est comment développer une intelligence pour ne pas se laisser engloutir par une conjoncture qui nous épuise aussi au jour le jour. En Haïti, on dit dossier rentré dossier. Ça veut dire qu'un dossier d'aujourd'hui et demain, il y a un autre dossier qui prend tout ton temps, toute ton énergie. Et en fait, se battre sur le long terme devient difficile parce que tu es toujours dans la réaction, bien dans l'action de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui va se passer demain. Donc, développer cette intelligence, c'est aussi voir comment ne pas se laisser essouffler par cette situation, mais lier les deux parce que nous sommes définitivement dans notre présent, mais aussi définitivement dans notre futur. Sinon, je pense que cette volonté de cette structure, de la structure No Pape Dormi, de cette volonté de se battre pour un avenir meilleur, pour un présent meilleur, contre ce système qui est en train de bouffer l'espoir du pays, qui est en train de bouffer l'espoir de la jeunesse, qui est en train de tout bouffer. Donc je pense que cette bataille, c'est une bataille noble, une bataille qui a son pesant d'or. Donc, du coup, est-ce que tout à l'heure, vous avez parlé de scandale. J'ai l'impression qu'au niveau du système, il y a toute une machine, il y a des cerveaux qui sont en train de mener une bataille psychologique, parce que normalement, à chaque fois qu'il y a un dossier, on a l'impression qu'ils sont en train de créer des scandales pour couvrir d'autres scandales. Donc, il y a toujours des scandales, à répétition. Donc, c'est la politique du scandale, c'est la politique des gros dossiers. Donc, du coup, est-ce que par rapport à tout cela, est-ce que par rapport à cet état de fait, bon, très récemment, il y a eu la mort du bâtonnier de l'ordre des avocats, M. Montferrier d'Orval. On sait que beaucoup d'entités de la population avaient pris
la décision de se mettre debout pour dire non à à cet énième assassinat. Mais jusqu'à maintenant, le dossier si on ose le dire, est un peu, est un peu pas trop, n'est pas vraiment dans le viseur du régime, du gouvernement, bon, quoique nous ne sommes pas en train d'attendre une forme de justice de la part du statu quo, de la part de... Donc la bataille, c'est la bataille de la jeunesse, c'est la bataille des consciences, c'est la bataille de ceux qui comprennent ce que nous vivons aujourd'hui. Quelle a été l'implication de Nupap Domi dans cette affaire? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé les mots, une expression créole, dossier rentré dossier. Effectivement, voilà, et effectivement, il y a l'assassinat du bâtonnier, il y a ensuite le CEP, la Constitution, voilà, donc c'est une chaîne en fait qui se crée et cette chaîne nous garde dans cet état de fait pour ne pas pouvoir nous battre. Donc, nous pas dormir, comme je l'ai dit, c'est comment réagir à cet état de fait sans nécessairement se laisser emprisonner par ce jour après jour qui ne nous permet pas d'être efficient sur le long terme et dans le structurel. Bon, avant de clore le dossier de Nupap Domi, si vous avez un dernier mot, nous allons parler de Neges Maron, si vous avez un dernier mot à dire à tous ceux qui sont dans cette logique de résistance, dans cette logique de revendication comme vous, ce mot sera quoi? Ce mot serait force, parce qu'on en a besoin. Et nous sommes des êtres humains, ça veut dire que nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas de fer. Donc, nous avons besoin de la force de nos engagements, la force de nos actions, la force aussi de nos esprits et de nos cœurs. Ce serait force aussi pour pouvoir la transmettre aux autres, de pouvoir se lever le matin et de se dire que ça vaut la peine de se battre pour ce pays, ça vaut la peine de se battre pour vivre ici. Comme on a l'habitude de dire, nous ne pouvons pas tous et toutes partir, nous ne pouvons pas tous et toutes laisser ce pays. Donc, il faudra bien des gens qui restent, qui se battent et qui y vivent. Donc, ce serait de leur transmettre toute cette force, tout ce courage, tout cet engagement pour pouvoir leur donner cette énergie pour se battre jour après jour contre ce système qui les déshumanise, ce système qui les assassine, ce système qui les prive de tout ce qu'il ou elle devrait pouvoir bénéficier en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant qu'haïtien, en tant qu'haïtienne et en tant que citoyenne. Donc, le mot, ce serait force. Voilà. On sait, maintenant, nous allons un peu aborder Neges Maron. Neges Maron, c'est une structure dans laquelle vous êtes coordonnatrice. Non, pas du tout. C'est ça, vous êtes coordonnatrice Je suis la coordonnatrice générale de Neges Maron. De Neges Maron. Neges Maron, ça dit beaucoup. Il y a Neges, il y a Maron. L'idée de Neges Maron, cette idée de mettre sur pied une telle structure qui est dans la militance, qui est dans l'artistique, cette idée est de qui? Et parlez-nous un peu, faites-nous un peu en très peu de mots, l'historicité de Neges Maron. Neges Maron existe depuis 2015. C'est une organisation féministe qui s'inscrit dans une bataille pour le respect des droits des femmes et des filles ici en Haïti. Neges Maron est une organisation qui fait ce qu'on appelle de l'artivisme principalement. Ça veut dire que nous menons notre combat à travers l'art, le théâtre, la musique, la danse, l'écriture, le cinéma et autres. Donc, c'est en fait un collectif d'artistes, de professionnels et d'activistes
qui se sont mis ensemble pour fonder cette organisation et nous avons choisi d'utiliser des stratégies qui nous ressemblent, des stratégies qui nous parlent pour pouvoir mener notre plaidoyer pour les droits des femmes et des filles en Haïti. Le 18 novembre 2020, ça fera 5 ans que l'organisation existe et nous avons lancé depuis 2016 le Festival féministe Négresse Marron et qui est justement, comme le nom l'indique, un festival pour porter un plaidoyer féministe. Voilà, mais nous sommes aussi sur d'autres chantiers. Nous sommes sur l'éducation, nous sommes sur la violence envers les femmes et les filles. Nous sommes aussi sur divers autres chantiers par rapport à notre combat. Et Négresse Marron, ça vient du mot nègre marron, comme peut-être les gens se connaissent un peu plus. Le nègre marron, c'est le symbole de l'esclave qui se révolte, le symbole de l'esclave qui se rebelle, le symbole de l'esclave qui se dit... Voilà, de la résistance qui se dit plutôt mourir que de ne pas pouvoir vivre libre, ou bien mieux encore, vivre libre ou mourir. Donc, nous avons choisi de féminiser ce symbole pour signifier qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont mené ce combat pour la liberté. Il y a beaucoup de femmes qui ont mené ce combat pour la fin de l'esclavage. Mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de femmes qui sont debout, qui n'arrêtent pas de se battre pour leur liberté, pour leur mieux-être, pour leur dignité, pour leur humanité. Et peut-être que les contextes ont changé, peut-être que les chaînes sont différentes, mais aujourd'hui encore un peu partout dans le monde, des femmes sont en train de se battre pour se dire nous sommes humaines, nous sommes libres et nous voulons vivre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous venez à peine de brancher, sachez que c'est Radio Fanfan Musique, c'est le www.radiofanfanmusique.com. Nous recevons aujourd'hui Pascal Solage. Et il est venu le temps de saluer Unitransfert, Bon Goût, Azure Collège, Madame Gougous, MoneyGram, Couronne, Haïti Transfert, Un Geste pour Haïti, Cam Transfert, Western Union. Pascal Solage, quel est l'état actuel de la lutte des femmes en Haïti? Bon, comme un peu partout dans le monde, l'état actuel, c'est qu'il est difficile. Et surtout dans un pays paralysé par la corruption et l'impunité, il n'y a aucun combat qui est facile. Aujourd'hui, trouver justice, tout simplement en Haïti, c'est un parcours du combattant et trouver justice quand on est femme est d'autant plus difficile. Les droits des femmes sont des droits qu'il faut surveiller, ce ne sont jamais des acquis définitifs. Et nous avons depuis plusieurs années des pouvoirs en place qui, justement, sont des pouvoirs antiféministes et qui portent des agendas politiques, économiques et sociaux qui font reculer les droits des femmes en Haïti, même si les féministes, les organisations féministes, les organisations de femmes, les partenaires continuent à mener le combat et à protéger les acquis. Mais les femmes restent et demeurent une frange de la population victimes de discrimination, victimes de violence, victimes de déshumanisation aussi. Donc voilà, comme un peu partout dans le monde, le combat pour les droits humains, le combat pour les droits des femmes reste et demeure un combat difficile par rapport à un contexte difficile. En parlant de femmes, je salue au passage notre collaboratrice Stéphanie Clermésine-Larieux, qui ne se porte pas très bien, mais qui est en train de faire de son mieux dans la technique, qui est en train de faire de tout son mieux. Bonsoir Stéphanie Clermésine-Larieux, dit Stéphie. Pascal Solage, quels sont les principaux obstacles à cette bataille que mène la gente féminine? Ok, je vais aller très vite parce que je dois vous laisser tout à l'heure. On y est pour 5 minutes. Voilà, on est là. Il nous reste 5 minutes. D'accord. Alors, principaux obstacles, comme je l'ai dit, nous sommes dans un système patriarcal, nous vivons dans un système patriarcal et tout s'organise justement pour que il y ait cette inégalité, pour que perdure cette inégalité entre hommes et femmes, que ce soit en Haïti et un peu partout dans le monde. Que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des individus, que ce soit au niveau de l'État, tout s'organise de manière patriarcale pour
ait jamais de manière effective une égalité homme-femme qui arrive à se situer, à se stabiliser et à perdurer. Donc, les différents obstacles ils sont tellement multiples parce qu'ils se situent à divers endroits, comme je l'ai dit, au niveau des institutions, la famille, l'école, l'église, dans les espaces de socialisation, le système patriarcal est encore extrêmement présent et organise les rapports entre hommes et femmes, organise les rapports entre humains. Les individus sont les produits du système, donc les individus aussi hommes et aussi femmes et pérennisent ce système patriarcal. Et il y a aussi l'État qui s'organise aussi de manière patriarcale et qui, au-delà de prendre des décisions et de prendre des actions qui impactent la vie quotidienne des femmes, instaure aussi cette manière de fonctionner, cette manière de s'organiser, cette manière de vivre dans la société qui fait que les femmes n'arrivent pas à jouir pleinement de leurs droits, de leurs opportunités, de leurs chances et n'arrivent pas à accomplir leurs devoirs dans toute la dimension de leur humanité. Donc, les obstacles, on pourrait aller plus en profondeur pour les détailler, mais de manière globale, nous pouvons dire que les obstacles se situent à ces niveaux-là et peuvent s'exprimer de cette manière. En guise de son festival habituel, on dirait que Neges Marron propose autre chose cette année. Comme je l'ai dit, le contexte est extrêmement difficile. Il y a un contexte sanitaire pour commencer avec le COVID-19 qui fait qu'on ne peut pas maîtriser certains paramètres pour pouvoir organiser un festival qui quand même contient souvent des marches dans les rues, des spectacles de rue, des spectacles et des conférences dans des salles qui comptent presque 200 personnes, etc. Donc, vraiment, dans un contexte sanitaire avec le COVID-19, c'était même pas pensable de pouvoir organiser des activités ainsi. Il y a aussi un contexte sécuritaire, social, politique extrêmement difficile. Comme vous le savez, presque tous les jours, nous avons des manifestations ou bien nous avons des groupes armés qui prennent les rues, qui emprisonnent les différentes villes du pays. Donc, nous n'avons pas justement cette maîtrise de la sécurité de nos festivaliers et festivalières pour pouvoir, en toute conscience, et les inviter à nous rejoindre dans différentes activités. Donc, nous avons décidé, en lieu et place du format habituel du festival, d'organiser une semaine d'activités online et qui garde quand même l'empreinte d'un festival féministe, mais qui ne réunit pas et des gens physiquement et qui peut-être manque d'activité. À un festival, notre festival, c'est quand même beaucoup de projections, des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, des spectacles, des marches artistiques, etc. Donc, cette année, nous avons seulement des diffusions de spectacles et de causeries que nous proposons sur 5 jours. Voilà. Et là maintenant, si vous avez le calendrier sous la main, quel est le contenu de l'activité cette année de pèlerinage? Il ne nous reste que 2 soirées dans le cadre de pèlerinage, c'est ce soir et demain soir. Mais heureusement, pratiquement toutes les diffusions, tout ce que nous avons diffusé est disponible sur les pages de Neges Marron, notamment notre page Facebook de préférence, où nous avons gardé toutes les vidéos que nous avons diffusées dans le cadre de pèlerinage, uniquement un spectacle que nous avons enlevé parce que nous ne voulions pas le garder, parce qu'il n'est pas encore tout à fait exploité ici en Haïti. Donc, la première soirée, nous avons un lancement que nous avions fait avec 2 membres de l'organisation pour présenter pèlerinage, dire ce que c'est et ce qui était proposé. Nous avions aussi une chorégraphie poétique que nous avions présentée, vraiment de 3 minutes, 3 ou 4 minutes, qui devait lancer pèlerinage avec une chanteuse membre de Neges Marron, Charline Jean-Gilles, des danseuses, beaucoup de poésie, des textes, etc. Le deuxième jour, nous avons une causerie avec 2 femmes, une femme qui est ouvrière et une femme qui est Madame Sarah. Madame Sarah en Haïti, ce sont des commerçantes qui vendent des produits alimentaires et qui font le commerce entre les différentes villes ici en Haïti. Donc, c'était intéressant d'avoir une causerie avec ces 2 femmes pour qu'elles puissent parler de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, comment elles vivent au jour le jour des situations de discrimination, de violence, et tout, non seulement en tant que femmes, mais aussi parce que leurs métiers sont discriminés. Donc, nous avions cette causerie qui avait été diffusée lundi soir. Mardi soir, nous avions le spectacle Ligné qui avait été diffusé. C'est une création de Gaël Bien-Aimé qui a récupéré des chansons de Mano Charlemagne, qui est un activiste politique
un artiste très connu et très populaire en Haïti qui a chanté Haïti pendant presque 30 ans. Donc, Gaël Bien-Aimé a récupéré des chansons de Mano Charlemagne et a porté les voix de 6 jeunes femmes sur scène avec les textes de Mano Charlemagne. Le spectacle s'appelle Lignet et c'était pour nous une manière de poser notre voix sur le contexte politique ici en Haïti parce qu'en tant que féministe de Neges Marron, nous avons aussi un positionnement politique extrêmement important. Donc, aujourd'hui, mercredi, nous avons Avilir les Ténèbres, qui est un spectacle, qui est un texte écrit par Jean d'Amérique voilà. Et qui a été mis en scène par Gaël Bien-Aimé, qui sera diffusé ce soir avec 2 comédiennes. Et nous avons aussi une deuxième causerie qui sera diffusée ce soir. Ce soir, ce sera une commerçante grossiste et une personnelle de maison, 2 autres femmes qui vont encore parler de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Elles vont légitimer leurs paroles par rapport à leur propre vécu. Donc, c'est à partir de 7h ce soir. Nous aurons d'abord Avilir les Ténèbres et ensuite la causerie. Et puis demain soir, pour clôturer, nous aurons le spectacle Rêve boucané et en français Rêve brûlé pour parler des femmes qui vivent et travaillent dans les marchés publics. C'est une création que nous avons eue pour le festival en 2017. C'était une demande de création qui a été faite à la comédienne et dramaturge Joanne Joseph, qui a fait 8 mois de recherche dans les marchés publics avant de faire cette création à travers les paroles, les vécus de ces femmes qui sont dans les marchés publics. Donc, Rêve boucané qui sera diffusé demain soir à partir de 7h sur les différentes plateformes qui sont partenaires de Neges Marron dans le cadre du projet Pèlerinage. Donc voilà, il reste seulement 2 soirées pour Pèlerinage, ça s'arrête demain. Mais comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé presque toutes les diffusions sur les pages des réseaux sociaux de Neges Marron. Donc, à n'importe quel moment, les gens peuvent monter sur les pages, regarder les spectacles, regarder les causeries, nous écrire, nous contacter, nous faire des commentaires. Nous sommes toujours disponibles et toujours ouverts. Maintenant, quelles sont les institutions qui ont permis la réalisation de cette activité cette année? Pour commencer, il y a la Focale, qui est partenaire de Neges Marron depuis 2015, premier partenaire de l'organisation féministe Neges Marron. Et puis, nous avons les médias. Nous avons les médias comme Chocarella, Loup Haïti, Ticket Magazine. Nous avons d'autres médias qui nous ont rejoints en cours de route, Guiwewe, Voix-nous. Nous avons aussi l'Institut français en Haïti qui a supporté Pèlerinage aussi. Donc voilà, comme c'est un projet que nous avons pris très tard, donc nous n'avons pas autant de partenaires comme nous en avons et chaque année sur le festival, mais ces partenaires qui sont des partenaires fidèles de Nous Pape Dormi ont encore répondu, de Neges Marron, ont encore répondu présent cette année et nous ont accompagnés dans le cadre de Pèlerinage. Voilà, c'était avec vous l'émission Rencontre. L'invité d'aujourd'hui, c'était Pascal Solage. Pascal Solage, qu'est-ce que vous avez à dire en guise de dernier mot? En guise de dernier mot, je dirais merci pour commencer, merci pour l'invitation et merci à tous ceux et toutes celles qui vont écouter cette émission ou bien qui l'écoutent déjà. Et merci d'avoir permis qu'on puisse parler de notre travail avec vous. Et puis, je dis force à tout le monde, je dis prenez soin de vous parce que à travers le monde, c'est un contexte très difficile. Prenez soin de vous, attention à vous, continuez de vous battre pour ce que vous estimez être important. Continuez d'affirmer votre humanité, continuez d'affirmer votre dignité, continuez à vous battre contre tout système qui ne vous permette pas de vivre dans toutes les dimensions de votre humanité. Merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Pascal Solage. Merci à tous et à toutes. Sachez qu'aujourd'hui, à l'émission Rencontre, on a rencontré Pascal Solage, on a parlé de Neges Marron, on a parlé de Nous Pape Dormi, on a parlé de Pèlerinage. C'était un plaisir, Pascal Solage. À très bientôt. Bon, voilà. Et on avait avec nous Pascal Solage de Nous Pape Dormi et de Neges Marron. On a parlé de pas mal de choses. Maintenant, avant de prendre congé de vous, on va vous faire une piqûre de rappel. On va se parler de l'anthologie 101 poèmes vaudou. C'est une anthologie dédiée à Cécile Fatima, cette vaillante prêtresse vaudou.
Normalement, si vous voulez participer, si vous voulez prendre part à cette anthologie, que vous soyez vaudouisant, adepte du vaudou ou pas, que vous soyez écrivain ou quelqu'un qui a envie de parler de lacou, de bitation, de loi, de mouchoir rouge, de Powell Gamoun, hein, qui a envie de parler de jeter de l'eau, qui a envie de parler de Erzuli Dantor, Erzuli Freda, hein, des autres esprits, des autres énergies. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment ou jamais. Envoyez vos textes à Cécile Fatima 1791 à commercial.yahoo.com. Envoyez vos textes à l'adresse suivante Cécile Fatima 1791 à commercial.yahoo.com. Donc la balle est lancée pour l'anthologie des 101 poèmes vaudous. Donc, voilà. Et après, si vous voulez avoir de plus amples informations, il y a le Nouvelliste, il y a Safety Promo, il y a www.radiofonfonmusique.com qui ont écrit sur le sujet. Cliquez anthologie 101 poèmes vaudous sur le net, sur Google, sur votre moteur de recherche, et vous allez avoir toutes les informations concernant l'anthologie des 101 poèmes vaudous. Maintenant, avant de prendre congé de vous, on va vous parler du concours Femmes Entrepreneurs, Femmes d'Affaires 2020, lancé par le Cercle de l'Entrepreneuriat au féminin. Et on ne peut pas parler de ce concours sans saluer tous ceux et toutes celles qui ont donné la chance à ce concours d'être une réalité. Hein. On doit saluer le comité, on doit saluer Madame Chantal Fleurissin, on doit saluer Châtelier Jean-Paul, on doit saluer Claire-Mézine-Larieux, Stéphanie Claire-Mézine-Larieux, on doit saluer Maguita Étienne, on doit saluer Venise Fiacre de Haïti People Magazine, on doit saluer Fanfan Musique, on doit saluer Safety Promo, on doit saluer Cybelle Haïti, on doit saluer toutes ces personnes qui ont compris la nécessité de venir en aide à ces jeunes femmes qui se retrouvent en Haïti, de donner aux jeunes femmes haïtiennes, aux moins jeunes également, la possibilité de partir en affaires ou d'arrondir leurs affaires. La démarche est simple pour participer à cette nouvelle édition ou bien à la première édition du concours Femmes d'Affaires 2020 lancé par le Cercle de l'Entrepreneuriat au féminin. La chose est simple, il faut envoyer une photo de vous, chère madame, chère demoiselle, envoyez une photo de vous au numéro suivant, plus 33 751 46 24 15. Une photo en train devant votre business ou une photo devant votre activité, je ne sais pas quelle activité, devant une activité qui rapporte de l'argent ou bien je ne sais pas, devant l'activité que vous entreprenez en ce moment-là. Faites une photo, une belle photo avec une bonne qualité. Et puis, envoyez cette photo au numéro suivant, c'est le plus 33 751 46 24 15. Et puis, sachez que les inscriptions se termineront d'ici le 29 de ce mois. Madame, mesdemoiselles et messieurs, il est venu le temps de s'en aller. Et vous savez que c'est toujours difficile de prendre congé de vous. C'est toujours difficile. Et avant de partir, on doit saluer les amis qui nous écoutent dans certains pays comme Brésil, Chili,
et les amis d'Haïti et de Saint-Domingue. Nous saluons aussi les invités qui vont défiler d'ici demain et la semaine prochaine. Nous saluons Jean-Louis Dorcas, nous saluons Jean-Jean Roosevelt, nous saluons Popote Ginit, nous saluons qui d'autre, Popote Ginit, Jean-Louis Dorcas et Jean-Jean Roosevelt. Nous saluons Réal de Podium Quartier qui sera avec nous. Nous saluons Renette Désir. Nous saluons Magdala Brice Kalash. Nous saluons qui d'autre? Jedi Inema, le poète, ce poète qui a une plume vraiment extraordinaire. Nous le saluons. Et nous saluons notre cher public, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est le temps de vous dire au revoir. On se rencontre demain à la même heure pour la même émission avec les mêmes personnes. Peut-être que la voix de notre animatrice Stéphanie Claire-Mézine-Larieux sera améliorée. Donc, du coup, elle sera là avec vous pour la présentation de l'émission de demain. Mais entre-temps, on lui fait un coucou à la régie. Et au revoir à tous et à toutes. On se rencontre demain. C'était avec vous, votre ami, votre frère, votre cousin, votre père, James Fleurissin du Djamessi. Et à la régie, Stéphanie Claire-Mézine-Larieux dit Stéphie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à demain, à la même heure.